Et merci à vous tous pour merci à vous toutes pour votre participation à ces 2 journées de colloque fort intéressantes, organisées par mes collègues de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption. Alors, les prochaines 20 minutes, ce que j'aimerais faire, c'est juste partager avec vous des analyses longitudinales, une série d'analyses longitudinales que nous avons fait ensemble avec mes collègues Sonia Ellie, qui est ici avec nous, Nico Trocmé de l'Université McGill, Barbara Fallon de l'Université de Toronto et d'autres. Des analyses qui portent sur la prévalence infantile du système de protection à la jeunesse dans la vie des familles avec enfants en situation de grande vulnérabilité. Autrement dit, nous allons répondre à la question aujourd'hui, parmi tous les enfants nés au Québec cette année, combien de ces enfants vont éventuellement être desservis par le système de protection à la jeunesse, vont être signalés, évalués par le système de protection à la jeunesse avant l'âge de 18 ans? Combien de ces enfants vont être pris en charge par le système de protection à la jeunesse avant l'âge de 18 ans? Combien? Ça va, merci. Combien je ne peux pas marcher? J'ai compris que je ne peux pas marcher. Combien? Oui, ça va. Combien de ces enfants vont être placés en milieu substitut avant l'âge de 18 ans? Nous allons également regarder ces taux de prévalence ou les disparités qui existent autour de ces taux de prévalence à travers les géographies au Québec. Et plus spécifiquement, à quel point ça varie en termes de quartiers où se retrouve une forte concentration de familles en situation de pauvreté, ou des quartiers où se retrouve un très faible nombre d'enfants par kilomètre carré. Autrement dit, des quartiers que je vais nommer ruraux ou semi-ruraux, comparativement à des quartiers plus urbains ou semi-urbains. Alors, avant que je débute peut-être, puis je vous montre un peu les analyses, puis j'aimerais peut-être, au risque bien évidemment de prêcher aux convertis, de débuter avec l'idée que la protection à la jeunesse, c'est vraiment une intervention d'exception auprès des familles avec enfants dans des situations où il y a une compromission au niveau de la sécurité et du développement de l'enfant en lien avec des risques ou des confirmations de maltraitance et de négligence. Alors, la protection de la jeunesse n'est pas la porte d'entrée pour des familles avec des grands besoins. Il y a plein d'autres services au niveau de préventive ou de première ligne qui devraient répondre aux besoins des familles en situation de grande vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on sait également de la littérature, c'est que la grande majorité des familles desservies par le système de protection à la jeunesse, que ce soit ici au Québec comme ailleurs, au niveau des provinces et des territoires au Canada et comme le Nord-Amérique de façon générale, la grande majorité de ces familles sont desservies pas pour des actes de commission ou des abus physiques ou des abus sexuels, mais plutôt pour des actes d'omission et qui tombent dans cette nomenclature de la négligence et qui est en grande partie associée à des vulnérabilités sociales et économiques. Et ça, c'est ce qui devient un peu, le Québec devient vraiment un territoire extrêmement intéressant de décortiquer cette lien entre ces vulnérabilités sociales et économiques, les vulnérabilités associées à ces familles-là, puis l'intervention en protection à la jeunesse. Et surtout parce que le Québec a adopté un modèle social et progressiste qui établit un minimum social pour les familles avec enfants en situation de vulnérabilité par le retransfert d'argent avec notre haut niveau de taux de taxation, un retransfert de cet argent dans le développement des services familiaux, de soutien familial, comme par exemple des garderies subventionnées, des maternelles à 4 ans, des services de pédiatrie sociale. On voit ici à votre droite, peut-être que vous ne le voyez pas trop dans la salle, mais qu'est-ce que vous voyez à votre droite? La première ligne, c'est le Québec. Et qu'est-ce que ça indique ici? C'est l'indexation de toutes les aides financières. Alors, le Québec est vert partout et en considérant notre taux d'inflation courante. Alors, on fait l'ajustement au niveau des allocations des enfants, au niveau de la redistribution des rabais associés à les taxes de vente, au niveau des prestations du dernier recours. Alors, si vous me permettez juste un petit parallèle, les prestations du dernier recours ici sont indexées à partir de l'inflation de façon annuelle. Dans les États-Unis, on a droit à les prestations du dernier recours, qui est ce qu'on appelle le modèle TANF, pour 5 ans dans la vie d'une personne. Alors, vous voyez à quel point il y a des différences au niveau des modèles d'aide pour des familles en situation de grande vulnérabilité. Et ça fait en sorte qu'au Québec, on réduit les inégalités de revenus par à peu près 40 entre les plus riches et les plus pauvres, qui est un taux de réduction qui est une des plus élevés au niveau Nord-Amérique. On retrouve au Québec une province avec le deuxième taux de pauvreté le plus faible pour des enfants et pour des familles monoparentales au niveau pan-canadien. Alors, on voit à quel point
la juridiction du Québec est quand même assez intéressante. Alors, en quoi est-ce qu'on va être différent comparativement à les taux de prévalence infantile qui ont été publiés dernièrement dans les États-Unis? Et la question se pose, combien d'enfants seront desservis par le système de protection de la jeunesse à l'intérieur de leur enfance? Alors, quand je parle de prévalence infantile, je dis vraiment à partir de la naissance jusqu'au moment de la majorité. Ce n'est pas les risques d'être desservis par le système de protection de la jeunesse durant cette période d'enfance. Qu'est-ce que j'ai nommé prévalence infantile? Alors, pour répondre à la question, nous avons travaillé avec des données administratives et les données administratives, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est PIGE, CRPF, etc. C'est des données de saisie d'informations au niveau des dossiers en protection de la jeunesse. Et nous avons suivi plus de 720 000 enfants sur 17 ans pour créer cette matrice qui nous permet de calculer les probabilités de prévalence infantile. Et on regarde ces taux de prévalence infantile à partir du cas retenu à l'évaluation au niveau de faits fondés, au niveau de la prise en charge et éventuellement au niveau du placement des enfants en milieu substitut. Alors, on a appris à partir de ces analyses, qu'est-ce que vous voyez ici? Très mal, peut-être, mais je vais vous l'expliquer. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? C'est notre matrice. Alors, les âges que vous voyez à votre gauche, de 0 à 17 ans, qu'est-ce que la première ligne nous dit? C'est aujourd'hui au Québec, cette année, les enfants qui sont nés au Québec cette année, c'est des nourrissons, 0, ils n'ont pas un an. De ces enfants, il y a presque 2 enfants sur 100 qui vont être évalués avec un signalement retenu au Québec cette année, à la naissance. Il y a un enfant sur 100 né au Québec qui va être pris en charge dans l'année de naissance par le système de protection de la jeunesse et un enfant sur 200 né au Québec cette année va être placé en milieu substitut. Rendu au moment de l'âge scolaire, à l'âge de 5 ans, il y a presque 4 enfants sur 100 qui ont déjà été pris en charge par le système de protection de la jeunesse. Il y a presque 2 enfants sur 100 qui sont déjà placés en milieu substitut. Et rendu à la fin de l'âge adulte, dans notre société au Québec, il y a presque un enfant sur 5 va être évalué par le système de protection de la jeunesse avec un signalement retenu. Et un enfant sur 10 au Québec va être pris en charge par le système de protection de la jeunesse, va être suivi par le système de protection de la jeunesse, et un enfant sur 20 va être placé en milieu substitut. C'est énorme. On est arrimé avec les taux dans les États-Unis. Alors, dans les États-Unis, c'est 12 %. Ici, au Québec, on est 10 % au niveau de la prise en charge. Dans les États-Unis, c'est 5,9 % des enfants qui vont être placés en milieu substitut. Ici, au Québec, on est à 5,5 % des enfants qui vont être placés en milieu substitut. Alors, on se pose la question, en quoi est-ce que notre modèle social progressiste fait en sorte que ça influence cette intervention exceptionnelle? On se rappelle qu'on ne devrait pas intervenir, surtout pas pour la grande majorité des cas, pour lesquels on est vraiment dans cet arrimage de négligence. Et la théorie ici, c'est que ça ne suppose pas que les enfants ou des familles qui vivent dans des situations de pauvreté, et c'est la pauvreté en soi qui fait en sorte que la protection de la jeunesse intervient, ça suppose que les familles qui vivent dans la pauvreté, peu importe comment on définit cette pauvreté, que ce soit le faible revenu ou des mesures de panier de consommation ou des indices de vulnérabilité socio-économique, ça réduit la capacité des parents à répondre aux besoins de base de leurs enfants. Nourriture, vêtements, éducation, transport, etc. Et quand on rajoute à tout ça des problématiques de santé mentale, santé physique, toxicomanie, violence, manque de services, manque de ressources, ensemble, ça va créer cet environnement toxique qui réduit la capacité des parents de s'assurer la sécurité et le développement de l'enfant et qui augmente les risques de protection à la jeunesse. Et on voit les mêmes tendances ici au Québec comme les États-Unis. Alors, cette diapositive, juste très, très brièvement, cette diapositive nous montre que parmi les taux de prévalence, la moitié de ces enfants sont desservis pour des raisons de négligence. C'est-à-dire 1 sur 10 des enfants sont pris en charge par le système de protection de la jeunesse. La moitié de ces enfants, 1 sur 20, sont pris en charge pour des raisons de négligence. La même chose au niveau des taux de placement. C'est 5 ou 1 sur 20 qui sont placés en milieu substitut, 1 sur 40 des enfants. Alors, quand vous regardez un peu les enfants dans votre société, pense à ces chiffres-là. 1 sur 40 de ces enfants vont être placés en milieu substitut pour des raisons de négligence. Alors, c'est un peu où on s'enligne avec tout ça. Alors, la question qu'on s'est posée après,
Mais est-ce qu'il existe des disparités dans ces taux de prévalence infantile à partir des géographies au Québec? Et si on regarde des quartiers où se retrouve une forte concentration de familles avec enfants en situation de vulnérabilité socio-économique, autrement dit la pauvreté, créée par un indice, qui regroupe un ensemble de mesures, est-ce que les taux de prévalence infantile sont plus élevés dans ces quartiers-là, comparativement à des quartiers pour lesquels on retrouve un faible nombre de familles avec enfants en situation de vulnérabilité socio-économique? Alors, pour ce faire, nous avons créé un indice de vulnérabilité socio-économique à partir de 10 650 quartiers au Québec. Alors, on a décortiqué la province en 10 650 petites poches, petits quartiers, et on a créé un indice de vulnérabilité socio-économique qui regroupe le revenu médian individuel, familial, des ménages, des taux de sans-emploi et le niveau de scolarité des parents. Et on a combiné ces indicateurs-là, on a normalisé les indicateurs à travers tous les quartiers qu'on retrouve, puis on a pondéré cet indice à partir de la population d'enfants. Alors, on est vraiment, qu'est-ce que vous voyez à votre droite, ce n'est pas juste une image, c'est notre indice. Alors, qu'est-ce que vous voyez, les poches rouges, c'est des poches de pauvreté, alors des poches où on retrouve un volume de familles, un très haut volume de familles avec enfants en situation de vulnérabilité socio-économique. Et les poches bleues que vous voyez à côté, c'est des poches où on retrouve le moins de familles avec enfants en situation de vulnérabilité socio-économique. Alors, on a les poches de pauvreté et des poches qui sont moins pauvres, si vous me permettez un peu l'expression très simple. Et ça, c'est vraiment notre indice qui a été cartographié par-dessus un Google Map. Alors, vous le voyez live. On peut aller voir où se retrouvent ces familles-là. Et on a décortiqué la province entière. Alors, là, on a pris ces 10 650 quartiers et on a décortiqué la province entière. On a le tiers de la province où se retrouvent toutes les poches rouges, les quartiers où on a un haut nombre de familles avec enfants en situation de vulnérabilité socio-économique, et le tiers le plus bas, où on retrouve, qu'est-ce que vous voyez ici en pâle bleu, là? Le bleu foncé, c'est le regroupement des poches rouges, et le bleu pâle, c'est le regroupement des poches bleues, où se retrouve un faible nombre de familles avec enfants en situation de vulnérabilité socio-économique, et on a regardé les taux de prévalence infantile. Et la moyenne des taux de prévalence infantile, alors les évaluations fait fondées, un signalement retenu fait fondé, il y a une différence de 69 %. Les taux de prévalence, les taux de signalement retenu fait fondé dans des poches de pauvreté, les quartiers où se retrouvent des familles en pauvreté, c'est 69 % plus élevé que dans les quartiers moins pauvres. C'est 90 % plus élevé au niveau de la prise en charge dans les quartiers pauvres, comparativement à des quartiers moins pauvres. Et vous permettez l'expression simple, juste pour vous expliquer un peu les stats de façon plus facile. Et au niveau du placement, c'est double. Alors, le risque de placement est doublé dans des quartiers où se retrouvent des familles en situation de pauvreté relativement à des quartiers où se retrouvent moins de familles en situation de pauvreté. Alors, cette relation entre la pauvreté, un synonyme pour vulnérabilité socio-économique, et l'intervention d'exception est une relation qui est quand même linéaire, mais pas linéaire de la même façon à travers tous les quartiers, toutes les géographies. La relation pauvreté étant égale, l'impact de la pauvreté varie selon où on habite au Québec, selon la géographie où on se retrouve au Québec. Et une analyse que nous avons publiée en Children and Youth Services Review montre exactement ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est la province décortiquée en quintiles. On a divisé la province en 5 morceaux et on a pris la première quintile, que ce que vous voyez à votre gauche, c'est la quintile où se retrouvent 154 enfants par kilomètre carré. Alors, c'est qu'est-ce qu'on va nommer une géographie de faible densité par kilomètre, de faible densité d'enfants par kilomètre carré. Alors, c'est des zones plus rurales. Vous pouvez imaginer, c'est 154 enfants par kilomètre carré. Alors, c'est très vaste, très, très petit en termes de nombre d'enfants. Et le taux d'intervention pour 1000, pour la négligence, est 27,1 pour 1000. C'est-à-dire 2 % de ces enfants-là, dans ces quartiers-là, des enfants de 0 à 9 ans, vont être desservis par le système de protection à la jeunesse pour des raisons de négligence. Quand on va complètement à votre droite, où on retrouve des quartiers où se retrouvent 2146 en moyenne, plus que 2000 enfants
par kilomètre carré. Alors, vous pouvez imaginer des zones très denses, parc extension par exemple, très, très denses en termes de nombre de familles et nombre d'enfants. Le taux de prévalence ou le taux d'intervention en protection de la jeunesse est moins de 1%. Alors, c'est moins d'un demi-pourcent. Alors, vous voyez la relation entre la pauvreté et l'intervention pour la négligence, la ligne que vous voyez, la ligne est très, très linéaire au niveau des quartiers où il y a une faible dense population d'enfants par kilomètre carré et ça va plafonner. La ligne plafonne éventuellement quand on rentre dans des zones très urbaines, très denses en termes de population d'enfants. Alors, la pauvreté étant égale, les chances d'être intervenu par le système de protection de la jeunesse est complètement différente, tout dépendant où on vit. Et la graphique montre cette tendance. Alors, si on va au-delà de la négligence, puis on va essayer de comprendre de façon générale, tout motif confondu, en quoi est-ce qu'il y a cette différence dans les taux de prévalence, on voit que, on revient un peu dans l'idée de tiers, où on a pris la population d'enfants et par kilomètre carré, on a divisé la province en tiers. Et qu'est-ce que vous voyez à votre droite, c'est le bleu foncé, c'est le quartier qu'on va nommer rural, où en moyenne, il y a moins de 400 enfants par kilomètre carré. Puis le bleu pâle, à votre gauche complètement, c'est les quartiers que je vais nommer urbains, où il y a à peu près plus que 900 enfants par kilomètre carré. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'au niveau d'un signalement fait fondé, c'est 27% plus élevé, le taux de prévalence est 27% plus élevé dans les quartiers de faible densité, les quartiers plus ruraux. C'est 29% plus élevé au niveau de la prise en charge dans les quartiers plus ruraux. Et le placement est 52% plus élevé dans les quartiers ruraux comparativement à des quartiers urbains. Alors, qu'est-ce qui est clair de toutes ces analyses, c'est que l'impact de la pauvreté varie selon où on habite. L'impact de la pauvreté influence également la prévalence de l'intervention en protection de la jeunesse, qui inclut également le placement des enfants en milieu substitut. Et que cette relation varie également selon le territoire qui entoure ces familles et ces enfants. Et de façon sommaire, on retrouve complètement arrimés à les taux de prévalence qui se retrouvent dans les États-Unis. Alors, bien évidemment, là, dans les États-Unis, ils ont également fait ce même exercice, mais pour les enfants racisés, pour les enfants autochtones, et de voir à quel point il y a des disparités qui existent dans les taux de prévalence pour ces communautés, pour ces enfants-là. Nous n'avons pas fait ces analyses ici encore, mais reste que si on va le faire, on va certainement être quand même assez arrimé. Où on voit une petite différence, c'est dans les États-Unis, les enfants noirs sont beaucoup plus portés que les enfants autochtones, mais les deux sont beaucoup plus portés que les enfants blancs, par exemple, de vivre une intervention, d'être desservis par le système de protection de la jeunesse. En effet, dans les États-Unis, c'est un enfant sur 5 qui va être signalé, confirmé, pris en charge par le système de protection de la jeunesse, un enfant noir sur 5 qui va être pris en charge par le système de protection de la jeunesse. Pour les enfants autochtones, ça tombe à peu près 15% au niveau de la prise en charge. Et au niveau du placement, c'est les enfants autochtones qui ont une probabilité plus élevée que les enfants noirs d'être pris en charge par le système de protection de la jeunesse. Alors, on ne sait pas ici au Québec, mais quand vous allez imaginer, dans les États-Unis, c'est un enfant noir sur 2 qui va être signalé va être évalué par le système de protection de la jeunesse. Alors, les disparités sont énormes comparativement à les enfants blancs. Et nous n'avons pas fait l'exercice ici, mais on prétend que si on fait exactement les mêmes analyses, ici, on va voir des tendances qui vont être très, très similaires. Peut-être pas le même niveau de magnitude. Alors, comme conclusion, juste un petit rappel qu'un enfant sur 5 au Québec va être objet d'une évaluation, 1 sur 10 va être pris en charge, et 1 sur 20 va être placé en milieu substitut avant l'âge de 18 ans. Alors, quand vous pensez un peu dans votre le cours d'école de vos enfants, mais pensez à ces statistiques-là parce que ça représente l'ensemble de la population. Et les taux de prévalence des enfants, varie entre 69% le double à travers les quartiers les plus pauvres et va de 27% à 52% plus élevé dans les quartiers ruraux au Québec, les géographies beaucoup plus éloignées. Alors, qu'est-ce qui est clair, c'est que l'intervention en protection de la jeunesse n'est pas exceptionnelle.
n'est pas plus exceptionnelle de n'importe quel autre territoire qu'on regarde au niveau pente canadienne ou au niveau Nord-Amérique. Ce qui est également clair, c'est qu'il faut vraiment comprendre l'entourage, l'environnement autour de ces familles-là, de comprendre pas seulement d'une façon d'inégalité, de comprendre pas seulement la disponibilité des services, mais l'accessibilité de ces services-là d'un point de vue d'équité. De la diversité des besoins et des caractéristiques des populations et des familles. Je lis le mot en anglais dans ma tête, mais la sécurité ou voyons, je ne peux pas le traduire en français, mais the appropriateness of services. Ouais, ben, c'est à quel point est-ce que les services répondent aux besoins des familles. Alors, désolé pour ma traduction un peu en France. Alors, mais qu'est-ce qui est vraiment clair, c'est qu'il faut vraiment adopter une façon d'intervenir qui soutient les familles, mais qui ne soutient pas les familles vues comme une unité. Alors, l'unité d'analyse de la famille, de l'enfant, il faut vraiment prendre en considération le quartier et l'environnement social. Alors, dans l'intervention, il faut vraiment penser à soutenir également l'environnement de ces familles-là en termes de quartier, en termes de besoins de ces familles à l'intérieur de leur environnement, en termes de disponibilité, accessibilité des services. Et pour être vraiment proactif dans la mesure où on veut prévenir l'intervention exceptionnelle de l'État en cas de confirmation de maltraitance et de négligence. Alors, dans une perspective préventive, il faut vraiment aller au-delà de la cible enfants et familles et de comprendre un peu ces variations qui existent autour de ces familles-là. Alors, juste comme prochaine étape, les questions qui nous restent encore, qui ne sont encore pas claires, c'est vraiment au niveau de l'appartenance ethnique, au niveau pour les enfants racisés, les enfants autochtones, de comprendre également à quel point ça influence la tolérance au risque. Alors, peut-être, en effet, cet environnement qui existe, la disponibilité et l'accessibilité des services d'un point de vue d'égalité et d'inéquité autour de ces familles, peut bien évidemment influencer la tolérance au risque au niveau de l'évaluation. Alors, s'il n'existe aucune autre alternative, mais là, la retention est beaucoup plus facile à faire à l'intérieur d'une évaluation de protection de la jeunesse relativement à d'autres où il existe beaucoup plus d'alternatives pour ces familles en situation de grande vulnérabilité. Et ça, les travaux qui ont été faits par John Fluke, Dana Hollinshead ont fait cette démonstration dans les États-Unis. Nous n'avons pas fait cette démonstration ici au Québec. Alors, il faudrait voir à quel point ça influence le processus évaluatif quand on a un dossier et comment ça varie à travers les géographies. Voilà, alors c'est un peu où on s'enligne dans les prochaines étapes, mais qu'est-ce qui est clair pour moi et qu'est-ce qui est clair à partir de ces analyses, c'est qu'on est quand même assez arrimé dans l'idée que la protection de la jeunesse est de aucune manière exceptionnelle ici au Québec. Merci.